Donc sur Jussey, c'est un bourg qui était très implanté sur le travail du bois. Parce qu'il y avait une grosse scierie qui aujourd'hui est transformée en scierie cercueillerie. Et dans les années 60, puisque moi je suis né en 1960, mon grand-père avait ce qu'on appelait une scie agrume. Donc il faisait ses planches, il faisait ses plots, il faisait tout ce qui allait avec le travail du bois parce qu'il avait un atelier d'ébénisterie. C'était vraiment de l'ébénisterie, il faisait vraiment que du beau meuble. Donc moi je suis la 5e génération. Ça a commencé avec mon arrière-grand-père. Je ne l'ai pas connu, j'ai vu quelques photos de l'atelier dans lequel il travaillait. C'est un tout petit atelier avec principalement des établis, des scies à main. Et puis il faisait tout le travail avec une machine électrique montée sur courroie. Enfin c'était tout un phénomène. Et en 1927, mon arrière-grand-père a décidé de monter vraiment ce qu'on appelle un atelier. Et dans cet atelier, il y a eu jusqu'à 29 ouvriers qui ont tous appris le travail du bois, l'ébénisterie, le meuble massif et le meuble en plaquage. Parce que j'ai dans les meubles familiaux énormément de meubles en plaquage, mais qui étaient montés sur des structures bois. Aujourd'hui, le plaquage est sur du panneau en aggloméré. À l'époque, c'était tout monté sur des structures bois. Ce qui fait que derrière, le plaquage était en façade, et derrière, c'était des lamelles d'1,5 cm à 2 cm, collées les unes sur les autres, collées avec des biais pour faire, disons, un panneau mouvant, mais qui ne déchirait pas le plaquage en façade. Donc, ils ont appris tout ce travail dans l'atelier de mon grand-père. Et moi, je suis né en 1960, je n'ai pas connu tout ça. Mais j'ai connu jusqu'en 1970 des ouvriers qui ont appris ça, avec mon grand-père, avec mon père. Et donc j'ai travaillé dans l'entreprise familiale de 1979, quand je suis sorti du lycée d'Uxeuil, jusqu'en 1984. Et là je suis parti à Paris pour apprendre un peu d'autres techniques de travail. J'y suis resté 2 ans et demi. Mais la vie parisienne ne me convenait pas du tout, donc j'ai réintégré un peu la région. Et, je suis parti travailler à Dommartin-Lermiremont, dans une entreprise, l'entreprise Grosjean. Pareil, on faisait du meuble en chêne massif, en merisier, enfin tous les bois qu'on trouve dans la région. J'y suis resté 3 ans. Et par la suite, je suis tombé malade. Donc j'ai eu un intermède de plusieurs années. Avant de reprendre le travail, j'ai repris le travail dans l'entreprise Parizeau. C'était pour une de ses filiales, qui était dans le sud-ouest, du côté de Pau, à Navarrenx. Eux m'ont appris un peu une technique intermédiaire entre l'industriel et la réparation de ce mobilier industriel qui a énormément de défauts. Mais on ne peut pas mettre ce mobilier en magasin en l'état quand il y a des portes cassées, des trucs comme ça. Donc ils m'ont embauché pour faire le contrôle qualité de tous ces mobiliers qui venaient de l'étranger. Et donc dans cette entreprise qui s'appelait Lansalo, j'y suis resté 6 ans. Bon, l'entreprise a cessé son activité, donc moi j'ai cessé mon activité dans le groupe Parizeau de la même façon. J'ai travaillé chez un cuisiniste de 2000 à 2006. Le pauvre, il est décédé en cours de route, donc l'entreprise, on a changé un peu d'optique de fabrication. On était passé pratiquement à la fabrication industrielle avec des machines numériques. C'était un travail qui ne me convenait pas spécialement. Donc j'ai trouvé par rencontre le biais de l'association dans laquelle je travaille depuis quelques années pour, je dirais, essayer d'aller jusqu'au bout de ma carrière dans un travail qui me convient et qui me plaît. Voilà,
aujourd'hui, ça me permet de pouvoir parler de la fabrication de l'immobilier, que ce soit en massif ou en panneaux de particules ou divers matériaux de recomposition qu'on trouve aujourd'hui dans le mobilier. Et puis le fait de travailler sur de la rénovation qui peut être pas mal, la fabrication de petits articles en bois, que ce soit des ruches ou des bacs à fleurs ou des choses un peu dans le même style. Oui. Oui, d'accord. Vous me dites au fur et à mesure. Très important pour que je puisse... Voilà, ça, les bacs à fleurs. Voilà. Alors, je crois qu'on peut agrandir, je me souviens plus comment. Le rond. Ah oui, merci. Ah voilà. Ça, ce sont des bacs à fleurs au mélèze. Oh là là, il visionne tout seul. Ah oui, s'il n'attend pas que j'ai fini, on va peut-être pas y arriver. Bon, finalement, on va peut-être revenir en arrière. Hein. Voilà. Bon, on va réessayer. Voilà. Lecture aléatoire. Alors, lecture aléatoire, non. Non. Et puis vitesse. On va l'enlever aussi. Non. Non. Décidément, l'informatique. Bon. Un appareil capricieux. Oui, capricieux, effectivement. Bon, voilà, ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller. Donc voici une représentation des bacs à fleurs qu'on peut produire dans notre atelier. Non, il n'en veut pas. Il n'aime pas le bac à fleurs. Bon, écoutez, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc c'est des bacs à fleurs qui font une trentaine de centimètres de haut sur à peu près sur 80 cm de long et puis 27 cm de large, ou plus large au-dessus puisque ils sont taillés, ils sont en cône. Ils sont tous en mélèze massif. Donc c'est un bois très résistant à l'extérieur, l'humidité. Il n'a pas forcément besoin d'être traité. Vous pouvez sur 80 cm voir le remplir de terre avec une protection, un film de protection intérieure, ou disposer plusieurs pots dedans pour mettre des fleurs différentes pour les rentrer ou les sortir comme vous voulez. Ça se trouve facilement, le mélèze? C'est un bois de la région. Hein. Ça, on en trouve, je ne vais pas dire dans toutes les séries, mais on en trouve assez facilement quand même. Il y en a dans le Doubs et dans le Jura. C'est un bois qui a un peu les mêmes propriétés que le Douglas, qui est dans la même catégorie. C'est un résineux un peu rose rougé. Voilà, c'est pas la couleur jaune, sapin ou pin. C'est beaucoup plus rouge rosé. En nature, vous pouvez le reconnaître parce que c'est comme un résineux qui perd ses aiguilles. Donc, vous voyez comme un sapin qui a plus d'aiguilles, c'est un mélèze. Voilà, on en voit quelques-uns en Haute-Saône. C'est des plantations bien spécifiques. Alors, est-ce que je continue? Oui, Il y a quelques autres bacs à fleurs. Alors, là c'est votre atelier, je crois. oui, là, Voilà. je travaille avec des personnes que le Conseil général nous avait confiées. À Montureux-les-Volets, entre Port-sur-Saône et Jussey, au bord de la Saône. Au bord de Saône, au bord de la voie de chemin de fer du Paribal. C'est l'ancienne usine en fait où vous êtes là. C'est une ancienne friche industrielle, c'était une goudronnerie il y a une quarantaine, cinquantaine d'années. Ah ok, d'accord. C'était chez Aton. Est-ce que je continue? Oui. On dit stop? Alors là, on a travaillé avec des stagiaires apiculteurs du CFPPA de Vesoul. Ils venaient une journée pour apprendre à monter une ruche. Christian Marsillet faisait tout le travail en amont et les pièces étaient faites et c'était à eux d'assembler
Là, ils sont en train d'assembler des cadres. En une journée, on ne pouvait pas leur faire fabriquer, il y avait 2 sessions, ils étaient 14, donc 7 en une journée. Ça n'aurait pas été possible de faire du matin au soir, partir de la planche et de fabriquer la ruche terminée. Donc on était obligé de faire les pièces avant et ils les assemblaient. Mais Sœur Martial leur montrait comment on les usinait. Donc ça a été abandonné. Le CFPPA forme toujours des apiculteurs, mais nous, on ne vient plus le voir pour... c'était pas dans le programme, c'était en plus. Donc un manque à gagner pour nous cette année, et un manque de visibilité. C'est encore une photo. Voilà, oui, des photos, il y a du monde, on aime bien. Hein, et puis il y a le monde. On voit les ruches Voilà, oui. qui se montent. Mmh. On va essayer de... Montage des ruches, montage des cadres. Donc ça, c'est un compresseur allié à une cloueuse agrafeuse pneumatique. C'est vrai que c'est plus facile que de prendre son marteau avec des petits clous. Il y en a qui le font, vous voyez à droite, il y en a qui préfèrent assembler des cadres avec des petits clous. Ça va toujours, je dirais, selon les possibilités des gens qui veulent fabriquer une ruche. S'ils ont un compresseur et le matériel qui va avec, c'est plus facile. Si on n'a pas le matériel adéquat, un marteau, une boîte de clous, voilà, on apprend à travailler avec le matériel à disposition. Toutes ces photos, vous pourrez les retrouver sur le site via un dossier compressé que je mettrai à disposition pour tous les internautes qui veulent consulter les photos. Voilà. Donc ici, je ne sais pas. Alors là, on est intervenu avec des personnes à mobilité réduite, des adhérents de l'APF. Ils ont fabriqué des échiquiers. Hein, c'est de l'ébénisterie pure, hein, c'est du plaquage de 6/10 d'épais qu'on découpe avec une scie, on en voit une. Ici, on en verra. Une petite scie à main. Bon, il y a peut-être d'autres photos avec une... Oui. Voilà. Donc je passe, voilà. Hein. Encore peut-être? Oui. D'accord. Donc ça, Là, c'est autre chose. c'est un travail qui a été effectué, toute une façade de placard par Christian. Je vais essayer de rester dans l'ordre des choses, parce qu'a priori les photos ne sont pas dans l'ordre. Ben, on en avait mis... Là. Voilà. Voilà. Donc on coupe des lamelles, alors c'est du frêne pour le bois clair et du noyer pour le bois foncé. On fait des lamelles, on les assemble en collant au dos. Alors peut-être qu'on pourra voir une... Je vais essayer de vous trouver la suivante. Ici peut-être? Oui. Là, oui. Non, c'était l'autre. C'était l'autre. Ouais. Non. Non plus. Non, c'est pas celui-là. Là, Si. ah, voilà. Ah oui. Hein, voilà, avec la scie, c'est une scie à plaquage, tout simplement. Hein, une règle hein, qu'on détermine la largeur au départ. Nos bandes font la même largeur et on les encolle avec du papier collant. Vous voyez le papier. Voilà. Une fois qu'on a intercalé nos bois sombres et blancs, après on coupe en travers. Je passe au suivant. Oui. Voilà. Ouais. Préparer. Voilà. Ben là c'est presque fini. Voilà. Vous avez les... Après, on coupe en travers et on les recolle en décalant. Et on a un échiquier ou un damier. Même, voilà. Ouais.
le suivant, voilà, comme ceci. Oui, c'est à l'envers, c'est-à-dire que ce sera l'endroit. Hein? On enlèvera le papier après sur la belle face. Parce que dans le plaquage, il y a port plein et port creux. C'est pas évident, il y a des petits trous sur une face un peu plus, mais c'est pas toujours évident à déceler. Voilà, bon. L'association, on a retapé aussi une salle de repos qui nous sert de cuisine. Vous pouvez prendre les repas là-bas si jamais vous venez pour la journée. Pardon? Il y a du champagne. Ah oui, oui, on devait fêter un anniversaire en même temps. C'est un anniversaire, c'est ça. C'est une association, hein, c'est pas une entreprise. Hein. C'est plutôt convivial. Hein. Bon, je vais peut-être continuer dans mon discours. Hein. Je parlais un peu de moi, très peu. Alors moi, j'ai appris le métier dans les années 80, j'avais plus de 30 ans. Donc on peut apprendre à tout âge. Hein. En Normandie, dans un centre de formation professionnelle à l'ONAC. C'est l'Office national des anciens combattants. Et comme il n'y avait plus d'anciens combattants, il prenait tout le monde. Voilà. Donc j'étais artisan et ouvrier après, maintenant. Je suis à la retraite depuis 7 ans. Or si nous sommes devant vous, c'est parce que nous œuvrons au sein d'une association loi 1901, M. Marcillet étant l'encadrant formateur et moi en tant que président, fondateur de l'association Le Loup, étant l'acronyme de laisser-passer pour la mise en œuvre d'une utopie partagée. Voilà, tout un programme. Hein. L'État c'est fier parce qu'on est parti de l'animal, du loup, puis après on dit qu'est-ce que ça pourrait être. Voilà. Hein. Oui, on a fait notre démarche. On aime bien cet animal hein, pour son côté social qu'il y a entre lui. Hein. Alors, les buts de l'association sont d'offrir à tous les publics, initiés, bricoleurs, béotiens du bois, hein, femmes et hommes, un lieu équipé à la façon d'un atelier d'artisans, avec le matériel de base, vous avez déjà pu le voir un peu, hein, machines établies, des presses, matériel électroportatif, outils à main, et bois de différentes essences, venant de séries de Haute-Saône, car on favorise quand même la production locale. Pas venir du bois d'Afrique déjà. Hein. Pas de bois, on travaille quasiment pas de bois exotique. Non, on ne travaille que des bois de la région, que des bois qu'on peut obtenir facilement. Indigène, hein, on n'est pas obligé d'aller chercher. Le mélèze, pour les résineux, le Douglas aussi, et puis le chêne, le frêne, sycomore, le merisier. Le merisier. Vous aurez des essences à... Oui. Il y en a quelques-unes là, qui ont des petits morceaux de bois. Voilà. Ben, tiens, si tu veux, question. Donc vous pourrez faire passer pièces de bois, ça c'est des chutes de mélèze qui viennent d'un nichoir. On fabrique des petites choses, on nous demande des nichoirs, des manchoirs. Qui est quand même assez compact pour du résineux, qui est assez lourd, en comparaison du sapin, qui c'est un bois tendre le sapin. Vous voyez que ce bois-là est quand même assez dur. Mais ça reste du résineux. On appelle ces bois des bois de classe 3, qui tiennent à l'eau, qui n'ont pas besoin d'être traités. Une charpente en mélèze, elle est très solide, même si on a l'impression que... Oui, une charpente, c'est abrité. C'est solide, ça reste souple, mais c'est dur quand même. Les chalets en Savoie sont faits en mélèze. Hein. Les maisons traditionnelles sont faites en mélèze.
Donc ça, c'est une autre... on passe à du bois dur. C'est du frêne. Ça a servi à faire des tournages. Donc pour les jeux qu'on a vus tout à l'heure, les jeux de Molki, ça c'est des chutes. Ça c'est du frêne. C'est un bois blanc, dur, assez compact. Je vais les faire passer par Vous pouvez en voir dans toutes les agences du crédit agricole. Ils ont tout refait en frêne. Si jamais... Oui. C'est traité. En vrai, on laisse. Non, mais c'est pas un bois qui va dehors. Ça le frêne, il se décompose à l'eau. Ah oui. Il se tâche, il jaunit très vite et il devient spongieux. Mais Donc après, c'est inutilisable. Si vous laissez un meuble en frêne dehors, je dirais en une année, il est complètement pourri. Ça ne servait pas pour faire Si, mais c'est une autre utilisation. Et c'est beaucoup. Il sert parce que c'est un bois dur et qui résiste un peu au choc. Donc pour les haches, les colliers, tous ces outils-là. D'ailleurs, les manches qu'on trouve dans les magasins de jardinage, c'est généralement du frêne. Que ce soit même pour les manches de masse, c'est en frêne. Ça, c'est du frêne. J'ai une question là sur le frêne. Parce que le frêne, il attrape une maladie. Oui. Je ne sais pas trop. J'ai un ami bûcheron qui me l'a déconseillé. Bon, pour quelle raison, j'en sais rien. Parce que je ne sais pas ce que provoque la maladie au niveau de la structure du bois. Lui, il m'a dit que c'était pas... peut-être pas une bonne chose de l'utiliser, mais après... Il change de couleur. Enfin, c'est possible. Bon, le frêne, quand je travaillais chez le cuisiniste, j'ai utilisé du frêne blanc, du frêne gris, du frêne rose. Mais quelle est la couleur qu'il peut obtenir avec la maladie? Je sais que nous, on a eu quelques problèmes. Là, j'ai une pièce de bois en frêne et il est taché. Ça fait des taches jaunes. Et ça, ce genre de tache devient spongieuse. Se transforme plus ou moins en structure d'éponge. Après, ça devient friable et ça fait un coup. C'est un bois qui n'a plus aucune tenue, plus de solidité. Que la pièce de bois que vous avez à côté, celle-là, si on ne la trempe pas dans l'eau, si on ne la laisse pas dehors, elle va garder sa solidité et sa tenue. Donc voilà, ça c'est pour le frêne. Peut-être ça, bon, ça c'est des plaquettes de sycomore. C'est un bois assez léger, mais qui reste quand même un bois dur. Comment c'est d'érable? Oui, c'est un peu le... Ah, c'est un type d'érable. Voilà, c'est une race d'érable. C'est un bois blanc qui est dur. Je suis en train de faire avec un client à bureau pour informatique. Et il a vu, je faisais un petit article au départ avec le sycomore. Il a dit tiens, la couleur de ce bois là me plaît, pourquoi pas. Et donc là on est en train de finaliser sa structure en sycomore. C'est assez solide, vous pouvez taper dessus, ça ne va pas plier, ça ne va pas se casser. Et ça reste quand même assez léger comparé à du chêne ou à des morceaux de frêne comme je viens de vous en faire passer. Donc bon, c'est un bois qui est utilisable pour faire à peu près tout en menuiserie d'intérieur, en ébénisterie, pour faire du mobilier. C'est un bois qui est blanc, qui reste, on peut le tâter, mais je le déconseille parce que c'est un bois un peu marbré. Donc on peut avoir des taches plus claires, plus foncées, selon la teinte qu'on utilise pour mettre dessus.
Bon, moi, je conseille plus aux clients d'utiliser de l'huile de lin pour mettre dessus parce que ça donne un rendu, un fini quand même plus agréable que de la teinte et du vernis. Moi, j'ai trop travaillé dans l'industriel avec du vernis. Et, le vernis passe à la lumière, il se détériore. Que si vous faites une finition à l'huile de lin, sur un article neuf quelconque, il aura toujours la même teinte. Parce que l'huile de lin, vous pouvez en remettre tous les 2 ou 3 ans. Si la couleur passe, pour passer l'huile de lin dessus, il prendra sa couleur au départ. Donc voilà pour ce bois. Est-ce que ça peut aller sur de la marque? L'huile de lin? Oui. Oh oui. Sur Sur de la marqueterie. Oui. Il faut le diluer avec de l'essence de térébenthine Voilà. aussi, hein. Sinon c'est trop épais. C'est trop épais, puis ça, sur de la marqueterie, le plaquage risque de gonfler, mais pas le plaquage à l'eau, il gonfle. Ça on ne peut pas l'éviter, c'est comme le bois, c'est comme tout, ça gonfle. Mais si vous avez des plaquages différents, s'il est trop liquide, vos différences de plaquage ne vont pas gonfler de la même façon. Ce qui fait que vous allez avoir des différences d'épaisseur. Après, ça peut provoquer des arrachements. Parce que quand on passe la main dessus, le plaquage c'est quand même assez fin. Et s'il y en a un qui dépasse de l'autre, il y a une chance sur 2 de l'arracher. Donc voilà, si vous le diluez, il ne faut pas qu'il soit trop liquide. Enfin, que votre produit, l'huile de lin avec l'essence de térébenthine, soit trop liquide. Il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. Parce que trop épais, ça ne va pas pénétrer. Et trop liquide, vous allez avoir un produit qui va rentrer à l'intérieur, mais qui ne va pas rester. S'il y a trop d'essence de térébenthine, pas assez d'huile, ou l'inverse, voilà. Il faut arriver à trouver le juste milieu avec le bois que vous utilisez. Donc il faut faire un petit essai avant pour voir ce que ça donne. Donc nous on met du fond dur et de la cire. Voilà. Oui, généralement c'est ce qui fait le plus. Mais pour certains bois, c'est pas évident. Il y a des gens qui préfèrent un fini avec une technique qui maîtrise mieux. C'est plus facile avec un pinceau de badigeonner qu'au tampon ou... La technique du vernis au tampon, il faut maîtriser, quoi. Voilà. Hein, faut déjà boucher les pots avec du bouche-port et puis... Moi j'ai essayé, c'est pas évident du tout. J'en ai fait un peu aussi. Pas... Même avec des ouvriers qui savaient le maîtriser, c'est pas évident. Puis il faut pas pratiquer. Comme ce genre de technique ne se pratique pratiquement plus, aujourd'hui c'est compliqué. Un bois uni, peut-être. Oui. Mais marketé, il y a, je sais pas, 40 morceaux sur 20 cm sur 30. Ça peut pas. Non. C'est trop petit. Oui, mais les meubles anciens, les boules, tout ça, étaient vernis au tampon. Hein. Il y avait des vernisseurs. Voilà, c'était leur métier. Ils faisaient que ça. Ils faisaient que ça. D'ailleurs, chez mon grand-père et mon arrière-grand-père, le vernisseur ne faisait que le vernis. Il y avait des gens spécialisés dans la teinte, des gens spécialisés dans le vernis. Chaque poste avait une spécialisation. Personne n'allait prendre le travail de l'autre parce qu'il n'était pas là. Chaque poste spécialisé n'était pas interchangeable. Il y avait des gens qui pouvaient faire à peu près tout, comme moi aujourd'hui, mais je serais incapable de refaire exactement les meubles qu'ils ont fait. J'ai des meubles de famille, ils sont super, mais je serais incapable à l'heure actuelle de les fabriquer. Je peux fabriquer du meuble en bois massif sans problème. Mais de l'ébénisterie, comme elle était, comme on l'envisageait à cette époque-là, aujourd'hui, il faut des gens qui sortent des grandes écoles, qui encore. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Avec l'informatique, les gens de l'école Moule ont plus de techniques informatiques et de programmes
que de travail. Moi j'ai passé le concours en 1978, en 77, et tous les gens qui venaient passer ce concours sortaient des Beaux-Arts à l'époque. Aujourd'hui, les gens qui passent le concours de l'école Boulle, il y en a énormément qui sortent des écoles d'informatique. Parce que c'est eux qui font les programmes de toutes les entreprises d'ameublement aujourd'hui. Ces entreprises travaillant avec des machines numériques, des gens comme moi, ils n'en ont plus besoin. Ils ont besoin de gens sachant maîtriser le monde informatique. Mais que devient l'art du geste? L'art de le contact direct avec le bois, lui, il devient comme les livres. Il reste dans le passé. Ils en ont parlé à la télé ce soir, là, ils ne trouvent plus de menuisier. Non. Sur un village comme Jussé, moi quand je suis né, il y avait 5 ou 6 menuisiers. Et tout le monde avait du travail à l'époque. Bon, ils travaillaient tout seuls dans leur atelier, voilà. Mais aujourd'hui, il y a un menuisier, mais c'est un menuisier poseur. Il achète énormément de choses chez La Paire, enfin chez les grands distributeurs. Mais il a encore un atelier quand il faut qu'il répare des petites bricoles pour un client qui lui demande. Si un client lui achète 30 fenêtres à poser, s'il lui demande de lui réparer une porte, il ne pourra guère faire autrement que de lui réparer sa porte. Autrement, sur Jussé, il reste mon frère qui lui a 58 ans. Donc dans 2 ou 3 ans, voire même avant, parce que aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de clientèle pour la fabrication. Donc lui, il n'envisage pas à son âge de passer à l'achat chez les gros distributeurs. Donc bon, il pense peut-être courant de l'année 2016 ou peut-être 2017 arrêter son activité. Voilà, ce qui fait que le dernier menuisier, enfin travailleur du bois sur Jussé, aura disparu. Il restera là OGF, la structure, la cercuerie. Bon, c'est pareil, aujourd'hui ils travaillent tout en machine numérique. C'est un montage pratiquement automatique sur des gabarits. Bon, après, il suffit de placer les bois au bon endroit, puis on agrafe. Ça n'a plus grand chose avec le travail du bois, quoi. C'est tout du plaqué aussi, ça. Non, il y a beaucoup de massifs. Mais ils replaquent sur le massif. Oui, il replaque sur le massif. Chose qui généralement ne se fait pas. Parce que si le bois qui supporte le plaquage travaille, le plaquage que moi j'ai connu à l'époque, bon, mon grand-père en faisait, bon, il faisait 1 mm 5. Aujourd'hui, on parle de 6/10 de millimètre. Donc 6/10 de millimètre ne peut pas contrarier le travail d'un morceau de bois qui fait 2,5 cm d'épaisseur. Il va le déchirer tout de suite. Mais bon, un cercueil, pour l'usage qu'on en fait, voilà. Du moment que, quand on l'achète, il a un aspect propre, correct, assez tape à l'œil pour le reste. Oui, mais c'est quand même coûteux. Oui, moi ça coûte très cher pour ce que c'est. Hein. Donc là, je vais vous faire passer, c'est des pièces de bois en menuisier. Voilà, c'est un bois fruitier. Ah, ça c'est un morceau de traîne, excusez-moi. C'est passé un morceau de traîne. Oui, c'est du fruitier. Quel fruit? Il n'y a pas grand-chose de différence entre le merisier et le merisier, c'est un cerisier sauvage. À l'origine. Oui, merisier, noyer. Oui, ça c'est des noyers, ça. Un noyer taché. Voilà, ça peut être bon, ça peut faire
Il y en a qui est rose pâle. Mais ça dépend où il a poussé, comment, de la terre, puis quels sont les bois qui sont autour, comment il est protégé, comment. Enfin, tous les bois ont une particularité. Vous prenez du chêne, vous pouvez renforcer. Les chênes de riz sont beaucoup différents. Les chênes de riz, c'est les chênes en bord tout le monde. Donc, ils sont tous les l'exposition dans une le bois que je pratique le plus. J'ai pratiqué au niveau de chez mon père quand on faisait des horloges communes. Vous avez des horloges communes qu'on pouvait travailler. Donc on nous avait demandé quelques horloges communes. C'était ici à Luxeuil? Non, c'est le plus gros fabricant de tables, oui, mais moi j'ai acheté des vernis dans le nord, à Lille. Ah d'accord. Aussi. Alors, vous prenez le relais. Alors, vous avez compris qu'il n'y avait plus beaucoup de véritables ateliers de menuiserie comme le grand-père et son père ils ont travaillé. Nous, c'est ce qu'on voulait faire. On veut vous offrir la possibilité de travailler le bois. C'est pourquoi on a créé cette association. Oui, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi on a créé cette association? Au départ, c'est moi qui, voyant la retraite arriver, dit je vais m'ennuyer, donc il faudrait que je m'occupe, je voudrais monter un atelier et puis faire venir des gens, leur apprendre à travailler. Voilà. Donc, en fait, la finalité, ce serait plutôt, vous l'avez compris, le meuble industriel, c'est plus très beau, et puis en plus, il y a des écoles dedans, formaldéhyde, je ne sais plus ce nom-là, tout ça, qui sont très, très toxiques. Qu'est-ce qui est toxique? Les cols qui collent les panneaux de particules. Ikea. Entre autres, il y a une usine pas loin d'ici. c'est notre grand concurrent. La CFP. La CFP, oui. Voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est de faire des conso-acteurs. Voilà. C'est-à-dire C'est vous. Et c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez dire, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Parce qu'on a une idée, projet. Voilà. Vous avez une idée. Vous n'avez pas, évidemment, les machines, ni la place pour le faire. Vous venez nous voir. Dites, je voudrais fabriquer ça. Voilà. Vous voyez avec Christian. Il vous dit, bon, c'est possible. Hein. Vous voyez comment, il dit c'est possible. Vous faites un plan, il vous fait un plan, grosso modo. On estime le temps que vous mettriez pour le faire avec son aide. Si après le temps découle le coût. Hein. Alors pour le coût, c'est quand vous travaillez en autonomie, c'est-à-dire toute seule, vous y irez. C'est 6 € de l'heure, et quand vous êtes accompagné par Christian, c'est 12 €. Mais, voilà, on peut estimer entre un quart, si vous passez par exemple 20 heures, ce sera un quart, un tiers, et 20 heures que Christian vous accompagnera. Plus vous serez toute seule à faire, et plus vous ferez, plus vous apprendrez, plus vous serez autonome. Voilà, c'est le but de cette association. De susciter une passion. Ben, la passion, oui, de la découvrir. Disons que les gens, j'aimerais bien faire, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où. Donc voilà, nous, on est là pour ça. Est-ce qu'on a des exemples
Oui, on va revenir. Bon, là, on a les... Alors là, on a cette Là, vous avez une institutrice. Alors, pour l'anecdote, il y a 15 ans, je lui ai fait ses meubles dans son appartement. Elle me dit, Claude, j'ai racheté un appartement en dessous, il faudrait que tu me fasses les meubles. Je dis, moi, je ne fais plus, c'est toi qui vas les faire. Ah bon? Voilà. Ah, ici, on a un atelier pour ça. Elle est venue, et puis ça fait combien de... Ça fait 2 fois qu'elle vient. Oui, mais enfin, oui, 2 fois, 2 séries. Oui, 2 séries. Hein, Elle a fait un meuble d'angle, et dernièrement, elle a fait un meuble en épicéa. C'est une structure bizarre. Elle voulait, elle fait du dessin. Elle est peintre. Et puis elle voulait quelque chose pour ranger et ses grandes feuilles de papier et ses dessins. Mais comme elle n'a pas de place, elle voulait une structure et elle cherchait pour mettre un lit. Donc on a fait un meuble, tout démontable, avec la partie supérieure, le plateau, c'est un couchage, avec 2 portes en dessous pour ranger ses toiles, et un abattant au bas pour ranger ses feuilles. Ben, c'est elle qui a fait tout ça. Et le lit au-dessus. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, nous, c'est de faire des meubles dont vous avez besoin et qui vous ressemblent. Vous fournissez le bois. On fournit le bois ou vous fournissez le bois. Donc là, c'est toujours notre institutrice. Voilà. Là, elle est à la toupie. Elle n'a jamais approché une toupie de sa vie. Hein. Et c'est elle qui toupie avec les protections. Voilà. Hein. Si on met les protections, il n'y a quasiment pas de risque. Si on respecte la sécurité. Mais il y a des assurances, non? Oui. Nous, on est assurés par la PAC à l'atelier. Responsabilité civile. Voilà. Mais pour nous, l'objectif, c'est 0 accident. Donc, les consignes que Christian donne doivent être respectées à la lettre. Hein. Avec les mesures de sécurité, si on les respecte, ça va. Ah, il faut, absolument. Oui, on ne fait pas n'importe quoi. On peut revenir sur... on a vu Joël qui... Ici? Non, un monsieur qui a fait un petit meuble... non. Voilà. Alors lui, il n'avait jamais travaillé de bois. Hein. Il est peintre de métier. Voilà. Il a amené son bois, c'est de l'orme. Hein. Alors ce meuble, il l'avait vu dans un magasin, chez un fabricant de meubles, je crois chez Moury. C'est parce qu'il l'a fait exactement le même. Il le voulait, et quand revenir sur le meuble, voilà. Hein, je trouve qu'il est magnifique. Hein. L'orme, c'est un bois un peu brun, rosé, c'est magnifique. Il faut en avoir eu chez soi, avoir des planches à 30 ans, puisqu'il n'y en a plus maintenant. Hein. Après, il en plante, mais avant qu'on puisse le travailler. Il a attrapé une maladie il y a 30-35 ans. Donc ce meuble, il l'a vu chez un fabricant. Il a pris en photo? Non, il a discuté avec. Il le trouvait trop cher. Je crois qu'il était à 1200 €. Il a réussi à le faire descendre à 800 ou 700 €. Et ça ne l'a pas satisfait. Il a dit donc, moi je vais le faire. Il a dû revenir à 450 €. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, on ne prétend pas faire concurrence au dernier fabricant de meubles qui reste en Haute-Saône. Hein, c'est vraiment... c'est infime. Hein. Et il s'est fait plaisir. Il a eu son meuble pour plus de la moitié du prix. Et il a acquis du savoir-faire. Il a acquis, voilà, c'est l'acquisition de savoir-faire que vous pouvez reproduire, je dirais pas à l'infini, mais pour d'autres choses. C'est celui-ci. Alors là, c'est des petits poulaillers. Voilà, c'est-à-dire vous faites des petits poulaillers pour balcon. Alors, ça se développe en ville. Et donc on fait des petits poulaillers, éventuellement sur un balcon, pour une poule.
Faire les grottelles de peinture. Ah ben après, ben, vous les remettez dans un bac à fleurs pour en faire l'engrais. Hein. Et il y en a qui élèvent des poules sur leur balcon dans les villes. Là c'était pour Noël, on a fait des sapins avec de la palette. On ne travaille pas à la palette, normalement on travaille du bois de Syrie, puis j'avais des palettes, j'ai dit tiens qu'est-ce qu'on pourra en faire. Voilà. Donc je pense qu'on va préparer ça pour Noël prochain, hein, pour les communes par exemple, plutôt que de couper des arbres et de les jeter, ils pourront s'en resservir, bon, on en fera de différentes tailles, et ils pourront s'en resservir dans plusieurs années, hein, pour décorer les villages. Je trouve que ce ne serait pas plus bête, hein, si ça du bois recyclé, plutôt que de couper, on laisserait pousser les sapins, ils absorbent le carbone, ce ne serait pas plus mal. Je ne sais pas si la suivante aussi. Ah non, c'est la suivante. Oui, on va commenter comme ça va venir. Hein. D'accord. Alors là, Oui, par oui. contre, je ne sais pas. Alors, Ça, c'est un socle de ruche genrée, ça. oui, on fabrique deux types de ruches. Pour ceux, il y en a qui connaissent un peu l'apiculture, à la salle. Il y en a qui font des dadans. Il y en a beaucoup des modèles de ruches. Oui, oui, mais pour l'instant, nous, avec les apiculteurs, on faisait des dadans d'icane. Hein. Et la ruche varée, elle est carrée, et puis c'est pas des hauts, c'est tous les mêmes corps qu'on empile. Hein. Et il n'y a pas de cadre. Il n'y a que les têtes, les abeilles construisent, hein, font leurs rayons. Donc pour les gens professionnels, pour les amateurs, c'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de centrifugeuse. Vous enlevez votre rayon avec la tête en bois, vous coupez, puis vous pouvez broyer à la main ou laisser écouler le miel. Vous n'êtes pas obligé de... Et les abeilles se sentent bien dans les ruches varées, c'est 30-30. Elles sont bien. Et en plus, il y a une vitre à l'arrière, ou un plexiglas, on peut les observer. Et puis on remet pour l'hiver une planche de bois pour qu'elle n'ait pas froid. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans l'apiculture, avoir une ou deux ruches, la ruche varée, c'est très bien. C'est ce qu'on conseillerait. Non, on n'élève pas, on ne fait que l'habitat. Non, on ne fait pas des occupants. C'est toujours le même ruche. Ça, c'est une varée. Oui, elle est carrée. Oui. On voit sur l'arrière le plexiglas. Oui, le à côté. C'est dans le sens des rayons, on le voit bien. On peut toutes les voir. Il n'y a que la tête de carpe. Voilà. On fait une amorce avec de la cire, un peu de cire gaufrée pour l'amorce, et puis après c'est elles qui construisent, qui suivent les alvéoles. Et puis on met les caisses vides par le bas à chaque fois. On montre ça, elle descend à chaque fois. Donc il faut, quand une caisse est pleine, elle descend, donc il faut la mettre c'est un peu la seule difficulté de cette apiculture, mais je trouve que c'est très bien. On aurait un projet, mais bon, c'est pas facile à mettre en place, ce serait d'avoir une ruche communautaire par commune en Haute-Saône. Je trouve que bonne idée. Ça pourrait faire une ruche pédagogique pour les écoles. En plus, avec une varée, on pourrait les voir sans être obligé de s'équiper. Ça se fait. Hein. Et puis, voilà, ça éveillerait les gens, je pense, un peu à l'écologie, hein, à l'environnement. C'est une excellente idée, je n'y avais pas pensé. Oui, mais j'y ai pensé pour vous. On est des ouvriers, mais on pense. Moi, j'en ai jamais douté. C'est juste que j'en ai trop dans.
Bah oui, oui, oui. Voilà, donc je vais proposer ça peut-être cette année à tous les maires de... Parce qu'on a quand même les adresses mails, hein. On peut les contacter entre les sapins en palette et puis les ruches communautaires, voilà, ils auront de quoi faire. Oui, ce serait... Moi je crois que ça serait bien, quoi, hein, qu'il y ait une ruche communautaire par village, quoi, hein. Tout le monde se l'approprie un peu. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les villages avant, il y avait des ruches à l'entrée de chaque village, hein. Il y avait un rucher à chaque bout. Hein. Maintenant, vous n'en voyez plus beaucoup. Hein. On n'en voit plus du tout. Plus du tout. Maintenant, plutôt que de mettre des... Et puis, dans les villages, on va mettre des ruches pour faire ralentir. Ça, c'est l'épicéa. L'épicéa. On va faire un épicéa qui vient du Haut-Doubs. Durée de vie. Durée de vie, disons que les abeilles, elles tapissent tout. Le propolis à l'intérieur. Le moindre interstice, elles l'habillent. Alors, il faut le protéger de l'extérieur. Mais huile de lin, et puis terbentine, ou alors une peinture pas toxique. Mais bon, 10 ans, si vous l'entretenez, 10-15 ans, sans problème. Hein. Celle-là, on l'avait peut-être déjà. Là aussi. Voilà, on voit bien. La partie du bas, il y a une protection en bois qui se glisse dedans pour l'hiver. Pour que ça, il n'y a pas de déperdition de chaleur, puisque les abeilles produisent de la chaleur dans la ruche, pour qu'il n'y ait pas de déperdition de chaleur dans les périodes de froid. C'est une protection qui se glisse à l'intérieur. Non, vous avez une petite lame de bois, en haut et en bas, avec 2 bielles. Et non, vous avez juste le côté, là, tu parles de... Non, c'est derrière ça. Oui, derrière, voilà. C'est le côté, derrière. La partie basse est obturée, alors que la partie haute, on voit le plexiglas. Voilà. Là où il y a la petite main, voilà. Ici, là, c'est avec plexiglas, et puis là, il y a une protection en bois qui est glissée dedans. Pour l'hiver. Ici, le derrière. Ça, c'est le côté avec le support de toit. Il n'est pas terminé simplement le cadre. Avec un petit biais pour permettre... alors soit on peut y mettre un cadre métallique qui s'encastre dessus. Mais avec le biais, ça fait l'écoulement de l'eau sur l'arrière. Ça évite d'avoir l'écoulement sur l'avant. Donc l'écoulement qui tombe sur la piste d'envol ou la piste d'atterrissage pour les abeilles. C'est pour ça que j'ai fait une structure en biais. Ou alors on peut mettre des lames de bois agrafées ou clouées dessus, selon ce qu'on veut. C'est pas son toit d'origine, hein. C'est un toit de ruche d'Adam. Oui. C'est pour la photo, c'est un peu grand. Donc là, ben, c'est des personnes que le Conseil général nous a confiées, des personnes éloignées de l'emploi, pour l'assiduité, pour qu'ils puissent se lever le matin, parce que ça c'est difficile hein, quand on n'a pas de travail. Qui venaient 2 jours par semaine pendant 7 à 8 semaines. Vous avez gardé ce partenariat avec eux? Nous, on aurait bien aimé, mais le département a abandonné. Voilà, c'est le type d'insertion qui trouve que c'est pas rentable, il faut embaucher. Nous, on n'a pas les moyens d'embaucher. On a pris un jeune en emploi d'avenir, c'est tout, mais... Donc, on a trouvé parce que ces personnes, personne ne le connaît, on ne voit pas, il était sans travail depuis longtemps. Suite
à l'action qu'il a faite avec nous de 90 heures. Il a fait une formation AFPA en maçonnerie, pas en menuiserie, en maçonnerie, et maintenant il est auto-entrepreneur. C'est pas la panacée, mais il y a une progression, il retravaille, enfin voilà. Donc c'était pas inutile, donc on comprend pas. Bon, il nous argue toujours les budgets et tout, mais voilà quoi, ça coûtait pas des milliers et des cents, hein, pas... Et nous, ça nous aidait bien, quoi. Hein. Et puis on avait le sentiment d'aider, quoi, hein, d'être utile, quoi. On a fait de 2011 à 2013, voilà, c'est arrêté maintenant. C'est pas envie des moments un peu difficiles financièrement pour l'instant. Alors là, j'avais tourné des œufs, oui, pour un cheveu, c'était pour les portes ouvertes, il fallait reconnaître les bois. Voilà. Alors maintenant, vous en avez eu dans les mains, par exemple, vous avez dit, celui-ci. Voilà. C'est bon, hein. Là, celui-ci. Un conifère? Non, c'est un bois dur, on vous en a parlé au début. Le frêne, voilà. Le merisier. Alors la grosse boule, il faut que je me recule, avec la lumière. C'est du chêne, non? Oui, je pense que je l'avais fait en chêne. Ah, mais bon, on avait mis le nom des bois, puis il fallait en face. Et voilà, vous avez pu trouver un peu, parce que vous allez le connaître un peu, vous êtes intéressé, que vous avez eu entre les mains quelques échantillons. Bon, là c'était dans l'action avec les personnes du département. Il y avait 2 jours avec un apiculteur professionnel. Ils ont fabriqué leur ruche, et ils ont su aussi, on leur a appris comment gérer éventuellement. Donc ils ont fait 2 jours avec un apiculteur. Alors pourquoi le Conseil général n'a pas continué à voter? Je ne sais pas. Il aime mieux payer des gens à rien faire. Je ne sais pas. Écoutez, à vous dire. Et les personnes-là ils n'étaient pas payés, hein, ils touchaient leur RSA, mais donc c'était, et puis ils pouvaient arrêter quand ils voulaient. Mais pour vous dire que la formule est valable parce qu'ils sont tous venus jusqu'au bout, quoi, hein. Les 5 ou 6, ils n'abandonnaient pas. Peut-être 1 ou 2 jours sur les 15 jours, mais voilà, ils sont allés au bout. Donc, on n'a pas compris, mais le directeur de la DSSP, hein, la direction de la santé et de la solidarité publique, a changé. C'est un énarque qui est arrivé. Voilà. Donc, avec l'ancien directeur, on était très bien. C'était très bien, mais voilà. Alors, les associations sont en but avec ce genre de comportement. Un jour ça va, une année ça va. Donc c'est très difficile. Mais dans le cadre de cette opération, vous touchiez 6 € en plus? Ça devait être 8 € par personne. Plus une subvention compris. Non. Pour, c'est pas énorme comme somme. Non, mais enfin, 4 000 € sur 15 jours de travail. Voilà, c'était... Puis bon, il n'y a pas que le côté pécunier, quoi. On sentait qu'on servait à quelque chose, quoi, que les gens étaient accrochés, parce que la personne qui a fait le stage à AFPA, je le revois maintenant, même je le fais travailler, qui monte sur mon toit, qui me fait... Voilà, alors on essaie de faire un suivi, mais bon, voilà, peut-être ça reviendra, parce que là, vu comme ça se passe,
emploi, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Voilà. Et d'autant plus que les cadres de cette administration trouvent qu'on fait du bon travail. Donc on est dans l'incompréhension totale. Oui, c'est bien, non, voilà, on ne tue pas. Voilà, voilà. Ils m'ont dit, non, nous ne sommes pas la bonne porte d'entrée. Alors, ça y est, aller trouver quelle porte d'entrée il faut pour... Alors, on nous a dit, c'est les communautés de communes qui ont l'argent maintenant. Après, les communautés de communes vous diront, bah, on n'a pas la compétence. C'est une façon de taper en touche. Oui, voilà. J'ai un vice-président qui m'a appelé hier de Terre de Saône, on va voir ce qu'il en sort. Voilà, on est toujours principalement sur les ruches. Voilà. Oui, c'est tout intéressant. Alors là, j'ai tourné des quilles pour une commune à Équevilliers où ils ont refait le jeu de quilles. Il y en a peut-être qui sont passés, qui l'ont vu, non? Tout est bien refait. Et dans les plus petits, donc, comme il y a avec moi sur les 3 qui savaient tourner, c'est moi qui les ai tournés. Voilà. J'ai passé quelques heures devant le départ. C'est pas un tour avec coqueur. Normalement, vous en faites une et puis après, ça se fait tout seul. Là, j'ai tout fait à la gauche au bédane l'une après l'autre. Alors, c'est le bois. Alors, j'avais pris comme ça en photo pour l'envoyer au maire pour lui dire trouvez-moi de l'autre bois parce que voilà ce que ça donne. Alors ça c'est le jeu à la mode en ce moment, vous connaissez peut-être, c'est le Molki. C'est un jeu finlandais. Il a été inventé par des ouvriers du meuble en Finlande pendant leur pause, ils s'ennuyaient. Donc ils ont inventé ce jeu. Le but c'est de... Les quilles sont placées comme elles doivent être dans l'ordre. Il y a de 1 à 12. Et on doit arriver à 50. Ça fait un peu... On dit tiens avec ce machin, faire qu'on va plus tomber. Comment il faut arriver à 50 piles. Donc c'est quand même un jeu... pas évident, mais puis bon, c'est bien parce que c'est convivial. Tu peux jouer avec les enfants, les amis, c'est très beau. Donc on est en train d'en faire en ce moment. C'est moi qui pyrographe les chiffres dessus chez moi. Je mets un peu la main à la pâte, pas dans l'administratif. Est-ce que vous voulez peut-être oui, on peut montrer la restauration de l'armoire. Un poulailler. Juste celui-là, parce que ça va susciter la... Un plus grand poulailler. Voilà. C'est un prototype. Hein. Ah oui, Les poules royales. Les poules royales. Oui, tout à fait. Au balcon, les gars. Ça, c'est pas pour le balcon. Parce qu'il n'y a pas l'entourage en grillage encore. Alors, l'armoire est au-dessus, je ne sais pas très bien. On va la retrouver. Non, je ne crois pas. Je vais regarder plus. Là, j'ai plus rien. Ah bon, on l'avait vu tout à l'heure. Là, ici. Ah, là, c'est les abassons d'église. Ah, les abassons. Voilà, ça, c'est un gros travail. Le menuisier qui l'a commandé, il nous l'a donné à faire. Donc, on ne savait pas à quoi on s'attaquait. Donc, on l'a plutôt mal négocié. Voilà, mais c'était un gros travail intéressant. Et en plus, c'est beau, quoi. Hein. Ça ne peut pas servir de l'étagère, ou alors il faut des choses qui bloquent devant. Alors, voilà l'armoire. Voilà. Donc, voilà. Il est venu avec son armoire démontée. Christian, tu peux expliquer un peu ce qu'il a fait?
C'est un petit jeune qui travaille à l'hôpital de Vesoul. Et il a un père qui lui achète des meubles, mais les meubles, il y a 3 meubles pour en faire un. Donc il a débarqué un jour avec son armoire, en me disant voilà, j'ai entendu parler de vous, puis je voudrais bien refaire une armoire, mais je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Parce que c'est un truc, c'est énorme, c'est des grosses portes, des gros côtés, des... C'est du massif, hein. Ah oui, c'est une armoire, je dirais, qui a entre 100 et 150 ans. Il me dit, voilà, j'ai des côtés qui sont tout remplissés. Donc la façade, les portes étaient belles. Tout le reste, c'était dans un état lamentable. Donc j'ai dit, tu nous amènes tout ça, on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc il a amené son armoire, je lui ai dit, les portes, on va les mettre de côté, puis on va voir avec tout le reste ce qu'on peut faire. Donc les côtés étaient montés, mais les panneaux de meubles sur des côtés, ils sont dans le sens vertical. Que là, les panneaux qu'il y avait sur ces côtés, ils étaient dans le sens horizontal. Donc quand le bois travaille, au milieu, vous aviez des jours d'1 centimètre. Il me dit, comment on peut faire ça? J'ai dit, il faut tout démonter. Il faut faire sauter toutes les chevilles, donc percer toutes les chevilles qui étaient dedans, parce qu'on essayait de les faire sauter en les repoussant, et comme elles étaient pourries, c'était plus facile de les repercer que de les chasser. Donc on a tout démonté, c'était tout en pièces détachées, puis j'ai dit, je vais te montrer. Donc on a débité dans des planches de chêne de 18 mm pour refaire les panneaux de côté. On a refait tous les assemblages pour refaire ces panneaux, coupé, refait les plates-bandes, refait comme ça doit être fait. On a remonté les côtés, on a refait la traverse basse et la traverse haute. Là on ne le voit pas, mais au départ, la traverse basse et la traverse haute, elles étaient toutes noires. Le reste c'était une belle couleur comme celle-là. Mais les traverses étaient toutes noires. Donc j'ai dit, on va les gratter un petit coup, on va voir. Et derrière, le bois était pourri. Donc c'est un peu le vernis et la teinte et la trace qui tenait les bouts de bois. Donc on a recopié tout ça. On a refait les pieds arrière, parce que les pieds arrière étaient en 2 ou 3 parties. Donc c'était des coupes en biseau qui tenaient avec des clous, donc tout ça, autant le refaire du fait que tout était démonté. Et on a refait une partie de la corniche, c'est pareil. Parce que quand il a eu l'armoire, la corniche n'allait pas jusqu'au fond de l'armoire. Alors il m'a dit, comment ça se fait? Et je lui ai dit, selon la taille des pièces et puis selon les poutres que tu as au plafond, si tu prends ton armoire dans une pièce où les poutres sont à 3 mètres, et que tu la mets dans une pièce où tes poutres sont à 2,40 mètres, ben l'armoire elle ne rentre pas. Donc ils ont coupé la corniche au niveau de l'armoire. Je me dis comment on peut faire pour refaire ça. Pareil, on a fait une coupe en biseau, on a remis des pièces en bois, puis ben, ça se voit pratiquement pas. Il m'a dit, même lui, quand il l'a monté dans sa chambre, il dit, il a du mal à voir où on avait rapiécé la corniche. Donc au départ, ce qu'on voit là, de ce qui a été gardé de l'origine, il y a les 2 pieds de l'avant, la pièce de corniche qu'on voit comme elle est là, et les 2 portes. Tout le reste, ça a été refait. On a refait tout l'intérieur, tout le derrière, tout a été refait. Mais pour qu'on retrouve comme c'était à l'origine. Donc on a refait les mortaises au même endroit, on a refait tout comme c'était à l'origine. Donc il est reparti, il est arrivé avec une armoire en pièces détachées, il est reparti avec une armoire neuve. Voilà. Alors, on n'est pas des photographes, donc on pense à prendre les photos une fois que c'est fini. C'est un peu dommage, mais bon, avec les images, avec des explications de questions, il faudrait qu'à l'avenir, on pense à prendre des pièces lors de la fabrication. Mais bon, quand on est dedans, on ne pense pas photo, quoi. Et sur ce qu'on voyait avant, là, comment vous faites à cintrer le bois, là?
Elle va vous le dire. Ouais. Ce qu'on C'est voyait avant, hein, dans du massif, dans les abassons. Ouais. Au C'est chantourné. niveau des abassons, alors j'ai fait à l'échelle 1 le plan du demi-cercle. Et j'ai fait le calcul des pièces de bois que j'allais utiliser. Alors j'ai tout séparé en pièces. Donc là, la partie qui est là, tout ça c'est des pièces de 30 cm de long avec des coupes. Des coupes de l'angle adéquat pour former cette pièce-là. Donc au départ, c'est des tronçons de bois qui faisaient 8 cm et demi d'épaisseur. Donc on avait 8 cm et demi d'épaisseur dans ce sens-là. Mais de l'autre côté, Christian. Oui, c'est peut-être plus facile. Voilà. Là, les bois faisaient 8 cm et demi d'épaisseur. Ce qui fait que là, au final, ces pièces-là font 5 cm d'épais. Mais pour pouvoir tailler en arc de cercle, on est obligé d'avoir plus d'épaisseur de bois. Donc on prend sur 30 cm, on découpe là, si vous voulez une coupe 30 cm, on prend une ligne droite qui fait comme ça, et une ligne droite qui fait comme ça, qui prend le côté extérieur de l'arc le plus extérieur, et l'intérieur, on tire une ligne droite des deux extrémités de la pièce de 30 cm. Et donc j'ai fait un collage de toutes ces pièces, avec un faux tenon, ce qu'on appelle une clé. Donc j'ai fait une mortaise en bout de toutes ces pièces. Et d'ailleurs, il y en a même une là, qui est pour relier aux montants qui sont droits. Et toutes ces pièces sont collées les unes aux autres. Et on a fait une découpe. On a fini, comme ça faisait, si je me souviens bien, ça faisait 18 cm, je crois, de largeur. Il n'existe pas d'outil pour faire ça. Donc on a commencé à la scie à ruban, puis après, à la râpe. Donc bon, c'est un travail de longue haleine, hein. Mais on a tout fait à la râpe. Vous y passez des heures. On y a passé des heures. Hein. Des journées qui commençaient à 8 h, qui finissaient à 18-19 h le soir. Parce qu'on avait un temps déterminé pour arriver à finir tout ça. Bon, c'est un travail que j'avais jamais effectué jusqu'à ce moment-là. Et bon, il a fallu imaginer des conceptions de montage, imaginer avec les outils qu'on avait comment on va faire, quelle technique on va employer. Donc pour faire les biais qui sont là, tout a été fait avec une petite défonceuse portative. Mais j'ai fait un gabarit qui s'appliquait pour faire, parce que des abassons, on en a fait 4. Ben, oui, sur le clocher de l'église, il y a 4 ouvertures. Donc il y a 4 structures comme ça qui ont été faites. L'église d'Aboncourt, Gézincourt, c'est le même passé par là. C'est pas tous les mêmes biais là. C'est la photo qui. La perspective qui change. Tous les biais sont similaires. Oui, si vous pouvez. Voilà. Là, on s'aperçoit que les biais sont tous les mêmes. C'est parallèle. Ils sont pas réglables, c'est... Non, c'est pas pour fermer, c'est pour le son, c'est pas pour l'air. Oui, mais... c'est pas réglable. Voilà, ils sont Je sais pas. Alors là, les abattons sont énormes, mais sur la parole est... Oui, c'est pour les cloches là, c'était pour rabattre le son. Donc c'est pareil pour les pièces de bois qui sont dans l'arc de cercle. Pour les lames, vous avez un arc de cercle qui monte comme ça. Donc pour faire les découpes des lames, c'est toute une technique. Donc on est obligé de faire des traçages et au fur et à mesure on élimine le bois jusqu'à ce que votre pièce de bois rentre dedans. À sa place. Une fois qu'elle a sa place, c'est terminé. Mais c'est pareil, ça met un temps infini pour arriver à trouver. Parce que vous avez un biais et un arc de cercle. Donc il faut faire le biais et l'arc de cercle en même temps.
Donc ça a pris un temps. Je dirais pour faire les 3 lames du dessus, ça a pris autant de temps que pour faire tout le reste. Parce que tout le reste, c'est qu'une reproduction sur un morceau de bois. Donc une fois qu'on a réglé son outil, on peut faire toutes les lames droites. Mais toutes les lames arrondies, on va les faire une par une. Donc ça a été un travail très long, mais très instructif. Parce que malgré que j'ai passé 50 ans, j'ai quand même appris des choses en faisant ce truc-là. Alors, on peut comprendre, si vous disiez que les menuisiers, c'était plus que des menuisiers monteurs. Là, c'est un menuisier jeune, hein, peut-être 35 ans, qui est venu nous voir. Moi, j'ai pas le temps, est-ce que vous pourriez nous faire ça? Voilà quoi. Il se disait compagnon. Il a fait le tour de France. En fait, la marge a été divisée en deux, par exemple. Nous, on l'a très mal, moi j'ai très mal négocié, je reconnais. Non, mais vu le travail qu'il y avait, je ne savais pas. Il a fallu qu'il vous la commande directement. Donc, c'est terminé, quoi, ce genre de choses. Mais si vous les faites en direct, vous allez gagner de l'argent, c'est lui qui a gagné. Oui, mais bon, on n'a pas vocation non plus à prendre leur boulot, menuisier. Mais s'ils ne veulent pas le faire, non, mais je ne vais pas c'est tout. Voilà quoi. C'est assez difficile de calculer les tarifs. Non, ouais, moi je me suis. Je dois le reconnaître, je me suis planté. Mais bon, c'est lui qui en a profité. Il n'y a pas une technique, il me semble que j'ai entendu ça, pour plier le bois. Ah, c'est un trait, on ne peut pas. On ne peut pas sur une petite. Et puis l'arc est trop petit. Oui, sur 5 cm, ça. Il faut avoir des presses hydrauliques. Même sur les bateaux, les membrures sont découpées, elles ne sont pas cintrées. Donc, non, là c'était. Vous avez négocié l'hermione? Non, on a un bateau à taper, on a un bateau de pêche des années 50, derrière l'atelier, on a récupéré au port de Savoyeux il y a plus de 10 ans, 2002. On pensait en faire un chantier, parce qu'au départ, l'association était 15-20, il y avait beaucoup d'émulation et tout, et puis on se retrouve tout seul maintenant au bout de 13 ans. Donc le bateau, je crois qu'il va finir ses jours derrière. Voilà. C'est dommage, parce que c'est un beau bateau de 12 mètres tout en bois. Hein. Ah bon, pour les incours, il n'y a pas un jeune aussi qui fait l'hermione, là? Oui, c'est à Bolet. C'est Bolet. Oui. Oui, non mais il se débrouille bien. Hein. Il a fait une chaloupe l'hermione, et puis maintenant il fait l'hermione au 12e ou je sais combien d'échelles. Enfin, mais ça marche bien. Oui. Bah, j'ai fait 1 heure avec lui sur le bateau. Là, sur la chaloupe. D'accord. À Fouchécourt, vous avec étiez. Le voile. Vous étiez à Fouchécourt. Hein. Avec la voile. Voilà. Oui, non mais il est convaincu et puis vraiment. Mais bon, il a commencé à 16 ans. Il y a trop d'écartage de culture entre. C'est difficile, voici-nous. Alors, est-ce qu'on parle des bacs juste avant de parler vraiment de la technique de rénovation à proprement parler, ou comme vous voulez? Oui, non, mais c'est un exemple de bac que la mairie de Montureux nous avait demandé. En fait, il y a des bacs plastiques dedans, c'est simplement à la bière. Voilà. Donc, ils ont voulu un défonçage en façade, en losange. C'est équipe de pourrir. Ah ben c'est du chêne, hein. Moi je ne suis pas convaincu que le chêne, ça tienne... Il faut vraiment le protéger, le chêne, à l'extérieur. Si ne le traite pas, je dirais qu'en 5 ans, les porte-pots sont morts. Et on voit un pot à l'intérieur. Ici, voilà. Bon, c'est quand même des pots qui sont, oui, le dessus du pot fait bien ce diamètre-là. Disons qu'on travaille, on voudrait bien travailler avec les communes pour des petits travaux, quoi, hein, mais voilà. Mais bon, les communes ne nous sollicitent pas beaucoup. Quoi. Donc, vous me dites à peu près où on en est.
Oui, ben là c'était au début, c'était des bacs de jardinage pour des personnes à mobilité réduite. Ils peuvent, avec un fauteuil, un tourner autour, voilà, ils peuvent jardiner. Mais il faut proposer ça aux maisons de retraite pour faire des jardins pédagogiques. Oui, c'est bien, mais il y a le pays de Vesoul qui a voulu faire avec école et maison de retraite, mais ils ont demandé, on leur a fait des bacs pour les écoles, mais les maisons de retraite n'ont pas accroché. Ça a bloqué au niveau des maisons de retraite. Puis, disons que moi, je ne démarche pas, quoi. Voilà, je ne suis pas vocation à courir, je ne suis pas un commercial. Voilà, je communique par le journal, par Internet. C'est peut-être un tort quand même. Ah oui, non mais un tort, oui, je sais, mais bon, je suis bénévole, moi. J'ai déjà fait, l'an dernier, j'ai fait 13 000 km pour l'association. Moi, voilà quoi. Oui, c'est pas évident. Non, voilà, mais bon, on peut, par Internet, je passe des annonces dans le Bon Coin. Ça marche. On a une personne de Grenoble qui est venue faire des ruches. Ah oui. Donc les réseaux, finalement, le numérique vous aide. Oui, ah ben, le numérique, j'ai rien. Ah non, à partir du moment où je peux l'utiliser. C'est complémentaire. Oui. Voilà. Donc il y a la presse, vous avez pu voir des articles sur nous. En novembre, il y a eu l'Assemblée Générale. Le 2 décembre, il y a eu une association d'instituteurs, ils étaient une vingtaine, qui sont venus visiter les ateliers, expliquer. Et puis là, avec M. Schwager, voilà, donc ça fait quand même de la visibilité. Et puis je pense que vous en parlerez autour de vous. Donnez-nous voir un peu toutes vos coordonnées. Oui, je vais vous donner tout ça. Est-ce que pendant que M. Gauthier écrit, vous avez des questions non, sur la rénovation de l'immeuble? Tant qu'on y est. Je sais qu'on a des petites vidéos à diffuser, mais si vous avez des questions particulières sur différentes techniques de rénovation ou de peinture, de choses comme ça, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas. Je crois que Christian a donné pas mal d'explications déjà. Oui. Alors, mais vous voyez, bon, en attendant que M. Gauthier distribue, c'était aussi là l'un des buts de l'université populaire, c'était de rassembler les richesses contributives. Parce que les territoires à l'avenir seront mis à mal par la redirection des flux plutôt vers les régions, puisqu'on assiste vraiment à une refonte des territoires, une transformation des territoires. Et c'est vrai que pour nous, l'un des avantages, c'est ces associations qui permettent de faire vivre les territoires à travers des activités contributives pour les écoles, pour les mairies, pour des choses comme ça, l'insertion pour l'emploi, tout ça on ne le retrouve plus. Donc ça vaut la peine de se battre. Merci. Peut-être qu'il y en a un dans restera peut-être en vous, hein. Je leur passerai. Les volets, je connais ça, mais c'est pour aller à la pêche. Oui. On est coincé entre la ligne de chemin de fer et puis la Saône. On a 400 mètres de la Saône. Donc vous pourrez venir vous arrêter chez nous pour restaurer. C'est bien de faire vivre des trucs comme ça. Oui, on essaie, hein, puis Il y avait une maison ici, on les a fait travailler pour la pêche. Donc c'était
J'ai vu que c'est à ce club-là que vous allez pour le marketing. Bien ça. Enfin, je passe vous voir un jour. Je disais justement 2 sur 4 pour aller vous voir aussi. Bah oui. Vous avez toutes nos coordonnées, hein, vous avez tous moins un papier. On n'a pas les petits livres, mais ça rien, on regarde pas sur Internet. Ah oui, on a un site, hein. Vous avez l'adresse sur les... Tu laisses le publicain, je crois qu'il y est sur le... Oui, sinon vous tapez menuiserie solidaire sur le moteur de recherche, menuiserie solidaire Montureux. Vous arrivez... voilà. Et puis il y aura peut-être, on va peut-être même mettre la conférence. Ouais, bah, c'est parfait. Sur le site, les documents, le lien. C'est parfait. Donc, bah oui, si vous voulez passer vos petites vidéos, puis si on vous les commentera si vous voulez. Donc, comment dire, monsieur Marcier peut-être va les commenter au fur et à mesure. Vous me dites stop, on les commente, puis on continue la vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonjour Robert, alors tu vois j'ai chiné ce meuble, je suis assez content, par contre j'aimerais bien lui donner un petit peu de mettre en valeur tout ça. Alors déjà, tu vois, j'ai pris plein de produits parce que la rénovation de meubles, c'est d'abord des produits. Quelques petites techniques, il faut d'abord des produits qui soient adaptés. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que je vais te faire un petit résumé, et après c'est toi qui fais. Là, il parle de rénovation, pas de restauration. Hein. Donc on va pouvoir traiter, selon l'état du meuble, des insectes reboucher des trous, réparer surtout en fait, la surface, parce que là, la surface, c'est même le grave. Articles des pratiquement neufs qui ont perdu un peu leur teinte. La première chose qu'on peut faire, c'est un meuble avec les insectes. Les insectes, on sait qu'on en a. Quand le meuble est posé, il y a des petits trous, mais il y a surtout de la sueur, des toutes petites traces de sueur. D'accord, on a oublié sur le sol ou à côté sur le sol. D'accord. Parce que ça veut dire que là, il y a des insectes qui sont sortis. Donc on peut dire qu'il y en a encore qui sont dedans. Donc ceux qui sont dedans, on les traite. Et on les traite avec ça. Et on la pulvérise comme ça, et ça remplit, et l'insecte, le pauvre, il n'y a rien à faire après, parce qu'on s'agit tout seul. Voilà. J'ai une fissure, donc je vais boucher. D'accord. Pour boucher, des produits très simples, des pâtes à bois. D'accord. Pâtes à bois. On a des pâtes à bois foncées, des pâtes à bois claires. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un peu de pâte à bois avec un peu comme ça pour faire un peu bien le couteau qui sert à tout. Je peux le faire absolument n'importe où. Sauf que si j'ai un trou sur une façade où vraiment on trouve que là c'est pas très joli, on va prendre ça. C'est de la cire. C'est de la cire qu'il faut mettre, qui est de la cire à reboucher. Et la cire à reboucher, ça s'utilise comme une gomme. Et je vais utiliser mon chiffon. On va passer à une autre étape qui va être la rénovation de la surface. Là par exemple, il a utilisé un bâton de cellule clair sur un bois qui est un peu foncé. Il existe à peu près une vingtaine, je dirais, de tons pour ces bâtons de cellule. Donc vous pouvez retrouver pratiquement... C'est scandaleux, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille la cellule. Bah, bien sûr que non. Moi la cellule, je la travaille au couteau. Je la travaille au couteau, donc je fais des copeaux de cellule que bah, je passe au fur et à mesure. Et on peut la faire fondre un peu au chalumeau, elle ramollit, on peut la mettre avec des... C'est une cellule qui a existé dans les années 70-80, ça. Non mais celle-là je le fais, ça marche très bien, ça évite de dégueulasser sur les bords. Bah, moi je préfère ne pas la faire fondre parce que ça... Pas la faire fondre, la ramollir légèrement. Ouais, bah, ça... Bon, pour moi ça... Disons, ça déstructure un peu la cire quand on la ramollit trop. Moi je passe au couteau un peu dur, mais je repasse plusieurs fois. Puis après je frotte au chiffon de laine dessus. Ben je frotte pendant 10 minutes jusqu'à ce que ce soit redevenu lisse. Il y a juste ma fente qui soit bouchée. Que ma cire ne s'étale pas à côté
On faut moi, je trouve que la vidéo scandaleuse, c'est pas vous. Hein, ah bon, oui, la vidéo. Le type, il étale de la. Bien sûr. On met 2 bandes de scotch à l'île de nettoyer, enfin, je veux dire aussi. Je pense oui, bon, ça, c'est. Je dirais, c'est du commercial, ça. Ça part de. Ça va rien apprendre aux gens, ça va les apprendre à mal travailler. Si, c'est bon qu'on l'a passé, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'après, on va parler fautes, justement, c'est qu'on suppose. Après, il peut commenter. À ne pas faire. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire.